Madame, Monsieur, bonsoir. En ce dernier vendredi du mois sacré, Gaza replonge dans un cycle de violence sans fin. Les bombes israéliennes pilonnent sans relâche, les morts s'amoncellent et le monde impuissant assiste à un spectacle d'horreur. Plus de 50 000 âmes fauchées à ce jour depuis le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. L'aide humanitaire vitale est bloquée depuis le 2 mars, condamnant une population déjà dévitalisée à une mort lente et douloureuse. Et des voix s'élèvent, timides, brisées, mais déterminées. Des Gazaouis, au péril de leur vie, osent contester l'autorité du Hamas. Une mobilisation pro-Fatah, étouffée dans le sang, témoigne d'une soif de liberté inassouvie. Les pourparlers pour une trêve sans cesse relancée, sans cesse avortée, rappellent l'urgence de briser le cercle vicieux de la violence. Mais Benyamin Netanyahou, dans sa folie destructrice, semble déterminé à rayer Gaza de la carte. Mais Gaza n'est pas que des chiffres ou des statistiques, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des vies brisées, des rêves anéantis. Il est temps de mettre fin à cet enfer sur terre. Mais comment, alors qu'Israël se sent plus que jamais invincible et au-dessus des lois internationales, s'attaquant aussi à ses voisins libanais et syriens et légalisant la colonisation en Cisjordanie occupée. J'accueille pour le débat ce soir l'expert en relations internationales. D'abord en plateau, Hafed Boutaleb, bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci pour l'invitation, Khadija. Et se joint à nous depuis Al-Quds, le professeur de sciences politiques à l'université Al-Quds, Amjad Chihab. Professeur Chihab, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir, merci à vous. Merci pour l'invitation et merci pour le soutien du Maroc à la cause palestinienne. C'est un devoir et la cause palestinienne est au même degré que la première cause nationale pour le Maroc et à sa tête, Sa Majesté le roi Mohamed VI. D'abord, professeur Chihab, nous commencerons par un mot sur la situation sur le terrain en ce dernier vendredi de Ramadan. On connaît avec toutes les tensions habituelles, mais là, avec quand même un contexte très particulier. Oui, c'est un contexte très particulier parce que les habitants de Gaza se trouvent dans un dilemme très difficile entre les massacres commis par un tel degré de sauvagerie, de barbarie, et par l'absence d'aucun scénario politique pour une sortie, pour stopper ces massacres. Et ils cherchent à tout prix à avoir des prétextes, malgré que l'assouplissement de la position du mouvement de Hamas, que ce soit par la conclusion du sommet arabe au Caire, ils ont accepté toutes les décisions qui étaient sorties de ce sommet, et aussi accepté de laisser la place pour gouverner la bande de Gaza, et aussi accepté la commission qui va gérer la bande de Gaza proposée par l'Égypte. Là, on trouve dans un chemin sans issue, avec une absence de dissuasion de l'état de l'occupation, de refuser même d'appliquer l'accord qu'il a signé à Doha et qu'il a voté aussi au Conseil des ministres à Tel Aviv. Et malgré tout ça, il cherche toujours un prétexte de continuer pour garder la unité d'un gouvernement d'extrême droite, d'un gouvernement fasciste, et juste de verser encore de sang, de se venger des Palestiniens, sans avoir des objectifs fixés. Il n'y a aucun objectif militaire à éteindre, sauf d'aller forcer les gens à quitter la bande de Gaza et massacrer de plus en plus des Palestiniens à la bande de Gaza. Un mot sur la bande de Gaza, Hafed Boutaleb, avant de parler de la décision récente du gouvernement israélien de légaliser la colonisation de plus d'une dizaine de nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. Mais d'abord un mot sur Gaza, si vous le permettez. Eh bien, la situation à Gaza, on la connaît depuis plus d'1 an et demi, des dizaines de milliers de morts. Dernière statistique, c'est 50 000, plus de 50 000 morts, mais il y a aussi 14 000 disparus qui, pendant à peu près un mois de trêve, ne sont pas réapparus. Donc ils sont morts, ces disparus. Et ils sont aujourd'hui décrétés officiellement par le ministre, qu'on appelle le ministère de la Santé du Hamas, comme étant morts. Donc le véritable chiffre des décès
serait peut-être de 64 000, voire 65 000, sans oublier les décès indirects. Vous savez, toutes les personnes malades, pour les disparus, ce sont ceux qui étaient sous les décombres. Donc ils sont morts, eux, et tous les décès indirects, les personnes âgées, les personnes nécessitant des traitements particuliers, toutes ces catégories de population ont gravement souffert de ce bombardement et de cette vengeance, comme l'a rappelé le professeur Chihab. C'est une vengeance sans fin de la part d'un gouvernement extrême droite. Mais aujourd'hui, la population de Gaza ne voit pas d'avenir. Est-ce qu'elle n'est pas fatiguée, cette population de Gaza? Elle est fatiguée d'un côté bien sûr, des exactions, des massacres qu'elle subit depuis ce 8 octobre 2023, mais aussi on sent qu'il y a un ras-le-bol de la population, il y a un début de contestation contre le Hamas dans la bande de Gaza. C'est une première déjà depuis le début des hostilités. Ce qui était intéressant dans ces manifestations contre le Hamas, ce sont des jeunes hommes de Gaza, ceux-là même que les autorités israéliennes accusent systématiquement d'être des supporters du Hamas. On a vu des vidéos où des jeunes hommes sont abattus sommairement pour la seule raison qu'ils sont jeunes Gazaouis marchant dans la rue, abattus par des drones, abattus par des bombardements, ciblés directement. Or, on a là cette catégorie que les Israéliens prétendent être le réservoir, la pépinière du Hamas, qui sortent, non pas par dizaines, mais vraiment par centaines, sur plusieurs localités de la bande de Gaza, pour contester la gestion de la crise et pour contester le pouvoir du Hamas sur la bande de Gaza. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le Hamas n'a plus de leadership. Le leadership qu'il avait entretenu un contact. Il y avait une base populaire pour certains. Et Yahya Senwar avait sa base populaire au sein de la population de Gaza. Ismail Haniyeh avait aussi une certaine base au sein de la population de Gaza. Ils ont été éliminés. Les nouveaux leaders ne sont pas connus, ne portent pas une vision politique, n'ont pas de perspective à offrir à la population de Gaza. Et cette population, aujourd'hui, elle paye le prix quotidien d'une direction politique qu'elle ne connaît pas, qu'elle juge immature, puisqu'elle est nouvelle, cette direction politique. Elle est tout le temps, à chaque fois, décapitée. Donc, il y a tout le temps de nouvelles têtes. Ces nouvelles têtes, donc, il n'y a pas de continuité nécessaire par rapport aux anciennes. Tout le monde, les dirigeants du Hamas, aujourd'hui, agissent au jour le jour et ils n'ont pas de vision à long terme. Et aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait une contestation de cet état de fait-là. La population a besoin d'un répit. La population a besoin de se reconstruire, de revivre. Vous avez parlé de dévitaliser dans votre mot d'introduction. Oui, s'ils sont dévitalisés, ils ont besoin de revenir à la vie. Oui, ils ont besoin de revenir à la vie, mais est-ce que ce début de contestation, alors la contestation contre le Hamas, signifie-t-elle intrinsèquement une mobilisation pro-Fatah? Est-ce que la population de Gaza veut que le Fatah revienne aux commandes pour qu'il puisse d'abord négocier la paix et puis aussi reprendre en main l'avenir de cette bande de Gaza, qui reste très, très inconnue. Docteur Amjad Chihab. Oui, il y a un véritable problématique parce que l'autorité palestinienne qui incarne le mouvement de Fatah par le président Mahmoud Abbas et aussi par les services de sécurité palestiniens qui sont incapables aujourd'hui de faire quelque chose en Cisjordanie. Face aux colons, face à l'armée israélienne, face aux incursions, face aux agressions des habitants un peu partout. Il y a des déportations aussi au nord de Cisjordanie. Ils sont incapables de faire quelque chose face à l'armée israélienne. Et s'ils reviennent aussi sur la bande de Gaza, aussi, c'est un problème. C'est ça, c'est véritable crise que la force d'occupation n'a pas laissé aux Palestiniens d'avoir un autre alternative. L'autorité a refusé depuis 20 ans d'organiser des élections afin d'aboutir, faire naître de mouvements d'alternatives politiques. Et les Palestiniens se trouvent aujourd'hui entre le mouvement corrompu de l'autorité palestinienne et le mouvement islamiste de Hamas. Et à partir de là, les dilemmes sont très difficiles pour... on trouve, c'est naturel de trouver des gens qui contextent la situation où on se trouve aujourd'hui avec une autorité paralysée complètement et coopère avec la force d'occupation et dans le domaine de sécurité qui est incapable aussi d'être efficace d'aider la bande de Gaza. Depuis 16 mois, l'autorité n'a rien fait pour soutenir les Palestiniens en bande de Gaza. Et il y a aussi la branche de Fatah qui appartient au leader Mohamed Dahlan
qui travaille avec les Émirats arabes, qui envoie beaucoup des aides humanitaires, qui a un peu de popularité, mais l'autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas n'est pas du tout populaire sur la bande de Gaza et qui complique encore la situation. Et tout le monde cherche, les Palestiniens cherchent à avoir un compromis, d'avoir un gouvernement technocrate indépendant au sud d'un accord de toutes les factions palestiniennes, accepté par les Américains et les Israéliens, surtout aussi par les États arabes, pour trouver une solution de stopper ces massacres. Les contestations qui ont sorti, ce n'est pas contre Hamas, c'est véritablement contre la situation où il se trouve, c'est-à-dire contre les massacres commis par l'occupation. Mais le mouvement de Fatah a profité de cette contestation afin d'avoir des intérêts politiques. Est-ce que c'est la suspension de l'aide humanitaire dans l'enclave depuis le 2 mars a peut-être aussi alimenté cette grogne et qu'ils sortent tout simplement exprimer leur désarroi, enfin leur désespoir, parce que là, il manque de tout, et on le rappellera pas assez, il manque vraiment de tout, cette population manque de tout, et Israël ne veut pas laisser passer ni l'UNRWA, ni les autres camions d'aide pour la population. Et la Cour suprême israélienne a validé cette décision du gouvernement israélien d'interdire l'entrée des aides à Gaza. Donc c'est un point très important, Amjad Chihab, je pense, qui a aussi poussé cette population à sortir, dénoncer cette injustice atroce que vivent ces 2 millions de Gazaouis. Oui, tout à fait, parce que les Palestiniens sont rendus compte qu'Israël va faire la même chose qu'il a fait quand il a encerclé la ville de Beyrouth en 1982, quand il a demandé à Yasser Arafat, l'organisateur de libération de Palestine, de laisser leurs armes, de quitter, de partir, de se mettre à genoux. Et après, il a commis des massacres, surtout le massacre de Sabra Shetel. Et le scénario se répète, la même chose, sur la bande de Gaza. Il n'y a aucun scénario politique proposé ni par les Américains, ni par les Israéliens. Et on voulait nettoyer, faire de nettoyage ethnique sur la bande de Gaza. Ils cherchent à avoir d'éteindre des objectifs qu'il n'a pas réussi à le faire pendant 15 mois et de faire porter les responsabilités de tous ces massacres qu'il a commis. Surtout, il a utilisé à peu près 100 000 tonnes de bombes tombées sur les têtes sur la bande de Gaza durant les 16 mois. Et il cherche à avoir tous les moyens d'utiliser les aides humanitaires comme un outil militaire pour affamer 2 200 000 habitants civils qui n'ont aucun moyen de se défendre. C'est un crime de guerre. Et aller justifier ça en disant que le mouvement de Hamas il doit partir, tout ça. Le problème, c'est l'occupation, c'est l'embargo, c'est la politique de famine, c'est couper l'électricité, couper l'eau, détruire toute l'infrastructure. Tous ces crimes, c'est ça le véritable problème. Ce n'est pas le véritable problème. Le mouvement de la résistance, que ce soit Hamas ou les brigades de l'Aqsa appartient au Fatah, ou le djihad islamique, ou les fronts populaires de libération de la Palestine qui appartient au Jabhat Sha'biya, aussi les fronts démocratiques de libération de Palestine, Jabhat démocratique. Toutes ces factions qui luttent à côté de Hamas contre l'occupation israélienne, que ça dure depuis 77 ans. Ça, c'est le véritable problème. C'est l'occupation, ce n'est pas le mouvement qui essaye de s'adapter afin de stopper cette guerre. Donc, ils ont fait toutes les concessions possibles afin de libérer il y a 15 000 prisonniers palestiniens qui se trouvent aux prisons israéliennes, maltraités, torturés jour et nuit. Il y a à peu près 80 prisonniers qui sont tués par le torture. C'est justement le refus d'Israël de relâcher ces prisonniers. Pour le président de Guatemala aux États-Unis, ils ont tué plus dans la durée que le président de Guatemala aux États-Unis ou que le président Abu Ghraib à Bagdad. Oui, justement...
ces prisonniers, il était question qu'il y ait un échange de prisonniers, et parce que les deux parties, notamment Israël, mais aussi le Hamas, a refusé de relâcher les otages, et c'est ce qui a fait que la trêve a été rompue par Israël la semaine dernière. Alors les tensions restent vives en Cisjordanie occupée, je reviens sur cette question avec vous, Hafed Boutaleb. La décision du gouvernement israélien de légaliser 13 nouvelles colonies de peuplement en Cisjordanie occupée, un nouveau tournant. Non, ce n'est pas un nouveau tournant, c'est la continuité depuis le début des années 80 et l'accélération constatée depuis l'arrivée de Netanyahou en 2009. La population de colons a triplé depuis que Netanyahou est arrivé au pouvoir en 2009. Il y a aujourd'hui 800 000 colons, je pense, incluant Jérusalem-Est. Or, Jérusalem-Est, c'est quand même 600 000. Le problème, c'est que c'est un territoire petit comme un mouchoir de poche, la Cisjordanie. 5 500 km², avec des problèmes de ressources hydriques, avec des problèmes de sécheresse, une terre de plus en plus aride, et partout de l'asphalte, puisqu'on construit des routes, les colonies doivent être reliées à chaque fois au système routier, autoroutier d'Israël. Donc il y a des routes en asphalte qui polluent encore plus les terres. Et les agriculteurs traditionnels sont privés de continuer leur agriculture vivrière, qui est exactement celle qu'il faut au vu de l'état des ressources. Je parle des Palestiniens, et au profit d'une agriculture intensive, consommatrice d'eau et d'énergie, au profit d'Israël. Et la réalité, c'est que ces colonies-là sont invivables sans Israël, sans la métropole, c'est-à-dire à quelques kilomètres, à quelques encablures. Donc ce sont des colonies artificielles. Si, dépourvues du soutien d'Israël, elles n'ont plus de ressources pour vivre. Et donc tout cela, c'est une politique de remplissage de la Cisjordanie. On rappelle que Smotrich, qui est le ministre des Finances israélien, a demandé à ce que le nombre de colons passe de 800 000 à 2,5 millions. Mais il n'y a pas de ressources pour 2,5 millions de colons. Il va falloir affamer toute la population palestinienne de Cisjordanie. Or, il n'y a pas eu de 7 octobre commis par le Fatah. Comment on va justifier ça? Vous voyez, on trouvera encore une excuse. Est-ce qu'ils ont besoin de justification? Maintenant, on trouvera encore une excuse. Quand on légalise on trouvera encore une excuse. De nouvelles colonies. Il n'y a pas d'excuse, c'est une légalisation. Voilà. Et puis, les colons sont appuyés par les forces de l'ordre israéliennes et puis elles prennent position là où bon leur semble. C'est la réalité aujourd'hui. Bien évidemment, mais ce qui est terrible, c'est vraiment ce qu'a souligné le professeur Shihab, c'est cette ligne de droite extrême, jamais vue peut-être dans aucun pays dans les temps modernes depuis la Seconde Guerre mondiale. On a affaire à un gouvernement ultra-fasciste qui accepte volontiers qu'il y ait une pyramide, une racialisation des humains. Oui, mais il se sent invincible, ce gouvernement. Oui, parce qu'il est soutenu par l'Occident. Et la marge de négociation est quasi inexistante pour les Palestiniens. C'est ça le problème. C'est qu'on parle de négociation, même les Occidentaux parlent de négociation. Les Arabes, les pays arabes, même les pays arabes. Ils ont leur mot à dire. D'ailleurs, les communiqués issus de la dernière Ligue arabe étaient clairs. Il faut investir 50 milliards de dollars, 54 milliards de dollars à Gaza et essayer de transférer Gaza vers l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne devienne l'autorité de contrôle de la zone de Gaza et ça, de la bande de Gaza. Et ça tient la route. Même si je suis d'accord avec le professeur Shihab, aujourd'hui, l'autorité palestinienne a perdu même de sa superbe et de son crédit auprès de la population palestinienne en Cisjordanie. Qu'en sera-t-il comme on dit en arabe, faqidouché la yu'atih. Donc malheureusement pour cette autorité palestinienne, la mission semble aussi difficile, mais c'est la seule solution qui s'offre aujourd'hui. Le Hamas n'étant pas vraiment en capacité, que ce soit en termes de leadership et en termes d'hommes, en termes de vision, de continuer au niveau de la bande de Gaza, il faut trouver une solution. Or, en face, comme on le dit, le pouvoir israélien ne donne aucune manœuvre pour les négociations. C'est ce qu'il dicte. Et ce qu'il dicte est un point de vue, ce sont des demandes extrêmement radicales qui sont, même par rapport à des gouvernements comme celui d'Ariel Sharon dans le passé, sont très extrêmes. Ariel Sharon n'est jamais arrivé à ce niveau d'extrémisme. Et donc, la réalité, c'est qu'il faut faire de pression sur ce gouvernement israélien pour trouver une solution. Comment? Quelle est là la réalité. La pression, elle est même de l'intérieur. Elle est appliquée, elle est imposée par les Israéliens eux-mêmes. Ils sortent Il y a des manifestations en milliers chaque semaine, que ce soit les familles des otages, que ce soit aussi les centristes. Est-ce qu'on peut aujourd'hui espérer demain la survie de ces centristes des partis politiques du centre en Israël? Est-ce qu'aujourd'hui, allez-y, ma question a été claire en effet. Oui, alors hier, il y a eu Benny Gantz qui est sorti à Jérusalem pour Al-Quds
pour mener une manifestation d'opposition. Donc il y a aujourd'hui une opposition solide. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà. Quel que soit le camp, le point de vue pour la colonisation est là, que ce soit la gauche israélienne, la droite israélienne, et d'une certaine manière un refus de voir un jour l'État palestinien exister. Ça, on le trouve chez la plupart de la classe politique israélienne. Mais il ne faut pas désespérer quand même, parce que... Enfin, il ne faut pas désespérer, mais en même temps, Israël poursuit sa guerre aussi d'usure contre ses voisins. Il faut espérer Israël a attaqué aujourd'hui le Sud-Liban, brisant encore une fois, une semaine après avoir rompu la trêve de Gaza, brisant encore une fois cet accord de cessez-le-feu avec le Liban, avec le Hezbollah. Le Hezbollah qui dément être impliqué dans les tirs sur Israël et dit respecter la trêve. Est-ce que finalement, ou comment expliquer ces agissements d'Israël vis-à-vis, alors bon, la population de Gaza, on l'aura compris, ils veulent rayer Gaza de la carte et en finir, d'après ce qu'ils disent, avec le Hamas. Et que cherche-t-il encore dans le Sud-Liban et en Syrie? Docteur Amjad Chihab. Oui, il faut prendre en compte que c'est un projet colonial. Ce n'était pas un projet avec des frontières limitées. Israël, jusqu'à maintenant, n'a pas de frontières limitées. Et ils cherchent à faire d'expansion des territoires. Ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de territoires. Pardon. Ils refusent de quitter le Sud-Liban, malgré qu'ils n'ont pas besoin de rester au Sud-Liban. Ils sont en train de couper de plus en plus de territoires dans le sud de la Syrie. Ils n'ont aucun prétexte militaire ou sécuritaire d'entrer dans les territoires de Konaïtara, aussi dans le préfet de Souaïda. Ils cherchent à faire un État neutre, ils cherchent à soutenir le Druze, et ils reçouvent presque 2500 ouvriers de Syriens qui entrent chaque jour au nord dans les territoires du nord de la Palestine, occupés. Et c'est à partir de là, ils cherchent à faire d'expansion du territoire. Ils parlent tout le temps de revenir à occuper le Sinaï. Et il parle depuis la composition de ce gouvernement en 2022, avant même l'attaque de 7 octobre, qui est devenue aujourd'hui un prétexte de justifier tous ces massacres, toutes ces vengeances. Et ils ont marqué dans le programme, le seul moyen, c'est de forcer les Palestiniens à quitter la Palestine, surtout en Cisjordanie et sur la bande de Gaza. Ils avaient déjà un programme, ils sont en train de l'appliquer, sous prétexte qu'il y a le 7 octobre, en train de diaboliser les Palestiniens, malgré qu'ils ont signé des accords. Il y a le droit international, il y a le projet de la paix du monde arabe en 2002, quand ils ont proposé de normaliser tous les pays arabes contre la création d'un État palestinien dans les territoires occupés en 1967. On parle de 22% de territoire de la Palestine mandataire. Malgré tout ça, ils ont refusé. Ce qui signifie qu'ils ont envie d'avoir plus de territoires, des territoires qui dépassent les frontières de la Palestine. Ils parlent beaucoup de la Jordanie, ils parlent aussi de la mythe religieux, et ils ont fait visiter 2500 religieux, colons, rabbins dans le sud du Liban. Ils parlent que le sud du Liban appartient soi-disant à l'État qui existait il y a 3000 ans, etc. etc. Donc on est dans une phase de fanatique religieux avec des mythes, décrits un empire sous le dos de territoires arabes exploités, occupés, colonisés. Et ils parlent de la loi de Balfour. Ils ont une supériorité militaire, surtout dans le domaine de l'aviation militaire. Ils le profitent et on le voit clairement. Ils sont en train de bombarder. Aujourd'hui, ils ont bombardé le capitale libanais, malgré qu'il y a une trêve. Et ils ont violé ce trêve depuis la signature jusqu'à aujourd'hui à plus de 1400 fois. Et ils ont jamais cessé de bombarder, soit disons le sud Liban. Et aujourd'hui, il les frappe même dans le capitale libanais. Et malgré qu'il y a de médiation, qu'il y a des garants à ce trêve, la France, les États-Unis, et personne n'intervient. On dirait qu'ils sont un feu vert, ils font tout ce qu'ils veulent.
ils se comportent comme le peuple élu de Dieu, qui tout est permis pour eux et qui leur défie, il va mériter la mort. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la guerre informationnelle est perdue, clairement, pour Israël dans les quatre coins de la planète. Et on le voit encore, on voit encore des manifestations pas en Occident, les massacres. En Occident, il y a toujours un support, un soutien pour Israël, même au sein de l'opinion publique. Officiellement, oui. Mais par rapport au Liban, Israël est gêné effectivement d'avoir un président chrétien fort au Liban avec un Premier ministre qui était un ancien juge de la Cour pénale internationale ou de la Cour de justice internationale. Israël est gêné d'avoir une transition en Syrie dont le lendemain ne sont toujours pas sûrs et pourrait créer un État syrien fort. Donc tout ça gêne l'extrême droite dure israélienne qui préfère, elle, se cantonner dans un discours selon lequel c'est Israël la victime, c'est Israël... Mais qui croit encore à ce discours? L'unique démocratie du Moyen-Orient. Je ne suis pas sûre de partager votre opinion sur justement la popularité aujourd'hui de la cause israélienne après le 7 octobre, après tous ces massacres qui se sont déroulés ces derniers mois. Peut-être pas dans des pays comme l'Espagne, effectivement, où il y a un vrai soutien pour la cause palestinienne, mais malheureusement dans d'autres pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, il y a toujours un soutien, même pour cette extrême droite israélienne. Dans les médias mainstream. Voilà. Merci beaucoup, Hafed Boutaleb. Mes remerciements vont également à notre invité, Dr Amjad Chehab, qui s'est joindre à nous depuis Al-Quds aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr Chehab. Merci à vous, merci pour l'invitation. C'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.